Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec John Doe ce soir. Bonsoir à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour, enfin, le dernier deck, l'ultime, exactement. Le deck bricoleur dans l'âme qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Et puis après, il y aura les 20 in 20 out qui vont sortir prochainement, voilà. Et puis après, il y aura encore les commandants. Et puis il y aura encore les cartes. En fait, on n'est pas au bout. On est juste au bout de l'analyse des decks. Mais au moins, c'est vrai que là, c'est bien, on est à la conclusion. Et puis en plus, on finit avec un deck qui est spécial. Mais dans le bon sens, ça va. Ouais, bien nommé, on va dire. C'est ça, exactement. Mais avant de commencer l'analyse, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. On se retrouve donc pour ce deck bricoleur dans l'âme, du coup qui est un deck Témur, bleu, rouge, vert, centré autour des jetons d'artefacts. C'est un peu spécial quand même, hein. Alors autant en bleu-rouge sur les jetons d'artefacts, on va dire qu'on est vraiment dans du classique. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément de la mécanique qu'on attend en Témur, et c'est plutôt sympa. Ça ouvre des couleurs et ça va permettre de rapatrier certaines cartes qui étaient dans le thème mais qu'on pouvait pas forcément jouer avec d'autres commandants, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est étrangement intéressant, on peut dire ça comme ça. Mais pour rappel, on va d'abord analyser les commandants de ce deck, puis ensuite les commandants réédités, et après on attaquera les nouvelles cartes, bien évidemment, et les rééditions sympas, mais on finit aussi avec les plans du deck, puisqu'il y a le mode de jeu Planechase qui est remis en avant, avec les 5 decks. Voilà, bon, si vous êtes ici, que vous avez regardé les 4 autres vidéos, j'imagine que vous savez un peu de quoi on va parler, mais je vous referai un petit rappel sur ce qu'est le Planechase et comment ça fonctionne avant qu'on aborde ces différents plans. Et on commence du coup avec le commandant principal du deck, Gimbal, le prodige Gremlin, qui est une créature légendaire Gremlin et artificier, 4/4 pour 5, dont un vert, un bleu et un rouge. Les créatures artefacts que vous contrôlez ont le piétinement, et au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature artefact 0/0 rouge Gremlin. Mettez X marqueur +1/+1 sur lui, X étant le nombre de jetons d'artefacts appelés différemment que vous contrôlez. Bon, alors déjà c'est très intéressant parce qu'on est sur un commandant artefact qui est plutôt fair, qui est plutôt équilibré, parce que c'est vrai que jusque-là, en général, quand on parlait mécanique artefact, on avait beaucoup de commandants qui essayaient de faire des trucs complètement dégénérés et ça tournait souvent autour de combos. Là on a un commandant qui veut poser des jetons, qui veut les faire grossir et qui leur donne des capacités avec sa première capacité statique. C'est intéressant, c'est faire. Après ça va demander un setup particulier quand même. C'est pas sur quelque chose qui suffit à lui-même. Complètement. J'aime bien la double mécanique parce qu'en fait finalement on peut le jouer surtout centré autour des créatures artefacts en général, sans forcément se dire on va faire des jetons avec des noms différents, tout ça. Et de l'autre côté, tu peux vraiment axer autour du côté vraiment jetons non différents, où du coup c'est la création de jetons qui va t'intéresser plus. Mais après tu peux faire le mix des deux bien évidemment, mais tu peux choisir plutôt de t'intéresser à une partie ou à l'autre du commandant. Sachant qu'évidemment la deuxième partie, en fait elle fonctionne, puisque les gremlins étant des créatures artefacts ici, et non pas les fameuses 2/2 rouges qu'on avait vues auparavant dans les autres éditions, notamment Kaladesh bien sûr. C'est vrai que là on a ce côté qui est pas mal synergique, donc c'est intéressant, c'est très diversifié, c'est frais, on peut le dire. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, mais c'est vrai que dans le deck, donc il va s'utiliser de façon classique, donc avec ce qu'on va faire pas mal d'artefacts différents, de jetons artefacts différents, et les utiliser pour pondre des gremlins de plus en plus gros et leur donner le piétinement, et on verra dans le sud du deck pas mal d'autres capacités. Et c'est vrai qu'on a aussi tout simplement un moteur à création de jetons en command zone, quoi. Donc après, pour les gens qui voudraient utiliser le commandant dans une autre optique, ça peut être aussi intéressant de le monter sur cet axe-là.
Après voilà, au niveau du coût et de la puissance, on est sur quelque chose de relativement équilibré, on n'est pas sur un commandant complètement cassé. C'est ce qu'on attend d'un préconstruit en fait. Ouais. Et puis c'est pas un commandant qui est agressif lui-même, tu sens qu'il est là, c'est l'outilleur quoi. C'est vraiment, oui c'est ça, il est là en soutien et en appui du reste du deck, et c'est lui qui va permettre de décupler la puissance de ce qu'on va trouver dans le reste du deck, quoi. Et donc pour le deuxième commandant du deck, donc le commandant alternatif qu'on va trouver, on va trouver donc les fameux duos de l'extension Invasion des Machines dans les personnes de Rashmi et Ragavan, le retour du singe. Donc créature légendaire elfe et singe de 4, et qui dit qu'à chaque fois que vous lancez votre premier sort pendant chacun de vos tours, exilez la carte du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé et créez un jeton trésor. Puis vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana si c'est un sort avec une valeur de mana inférieure au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Si vous ne la lancez pas de cette manière, vous pouvez la lancer ce tour-ci. Je vois un défaut majeur dans cette Rashmi Ragavan, c'est qu'elle n'est pas illustrée par Magali Villeneuve, contrairement à l'autre. Alors oui, ça se défend fortement, on est d'accord. Non, ça va, la carte est jolie quand même. Mais c'est intéressant, on retrouve... alors, parce que c'est ça qui est assez marrant, c'est que les duos comme ça de légendaires qu'on a vu dans l'extension et dans les decks, bah en fait, il y en a beaucoup qui font référence aux capacités des deux anciens personnages individuels. Et là, Rashmi Ragavan, c'est carrément ça, quoi. On est dedans, quoi. On a le cumul de la capacité de Rashmi, le cumul de la capacité de Ragavan, t'es là. Contrairement à certains, on va dire qu'on cherche pas le rapport, quoi. Là, c'est obvious, là, c'est évident, c'est là. C'est très évident. Alors, pour avoir joué Rashmi personnellement, je sais qu'il y avait de l'abus possible. Malheureusement, enfin, de l'abus. C'était une bonne plus-value. Le problème, c'est qu'ici, Rashmi Ragavan, il y a un défaut, c'est que c'est uniquement pendant vos tours. Et bah du coup ça enlève le côté très interactif du bleu. Moi je suis triste là en tant que joueur de bleu, je me sens pas bien. Alors moi pour avoir joué aussi Rashmi sur du CEDH, parce que c'était vraiment fort, celle-là il y a vraiment les garde-fous qui font qu'on peut pas la casser comme on faisait avec l'autre, parce que déjà c'est que pendant vos tours, ça exile la carte du dessus de la bibliothèque de l'adversaire, et comme on a vu, le petit point de règle, le tour où elle arrive, ça va être elle le premier sort que vous lancez, donc elle pourra même pas être active directement. Donc elle est vraiment limitée, ce qui est pas plus mal vu les couleurs, sinon ça serait parti complètement en cacahuète. Mais voilà, ça va être un deck vraiment axé sur le vol de cartes des adversaires. C'est pas du tout un deck qu'on va essayer de dégénérer comme on faisait avec l'ancienne version, quoi. Après c'est un deck qui est axé aussi autour des artefacts, parce qu'on retrouve cette thématique là avec on peut le lancer gratuitement si on a suffisamment d'artefacts. C'est cool, ça fonctionne bien en fait. Ah mais par contre ce qui est bien c'est qu'on va cibler un joueur, et si on cible le bon joueur et on commence à caster des bons gros sorts gratuits, je veux dire vous avez pas mal d'artefacts sur table, il suffit que vous ayez un mec qui vous sorte un tribal Eldrazi, commencez à se méfier un peu de ce que vous pouvez sortir gratuitement, quoi. Mais très sympathique ce commandant, très sympathique. Puis ça fait un deck ce qui est cool sur les decks vol de cartes, c'est que ça fait un deck qui s'adapte naturellement au niveau de la table. Donc si vous avez des mecs en face qui vous sortent des cartes complètement fumées, vous allez voler des cartes complètement fumées, et inversement, si vous avez des gens qui arrivent avec des préconstruits, vous allez voler des cartes d'un niveau de préconstruit. Donc on va dire que ça évite les écarts de niveau phénoménaux, quoi. C'est assez cool aussi d'avoir un deck comme ça en table. Bon, parlons maintenant des commandants réédités dans le deck. Il y en a deux. Ils sont tous les deux mono rouge en plus, donc c'est assez amusant. Le premier, c'est Feldon de la 3ème voie, et oui. J'ai un amour particulier pour Feldon, en plus je l'ai joué pendant des années, donc c'est génial. C'est génial Feldon. Ouais, et puis ici c'est ultra synergique avec le commandant principal en fait. Ouais, exactement, parce que en plus le commandant, il regarde même pas que les types de jetons, il regarde les noms des jetons. Donc avec Feldon c'est sublime, quoi. Et en deuxième commandant alternatif, toujours en mono rouge, on va retrouver Pia et Kiran Nalaar. Donc pareil, on est sur du commandant bien synergique. Ouais. C'est marrant parce que on a souvent vu Pia rééditer toute seule, donc la version de Kaladesh, et non pas la version Pia et Kiran de Magic Origins, il me semble. Mais c'est amusant parce que ça fonctionne très bien en fait, et surtout ça permet de sacrifier les artefacts éventuellement pour mettre des blessures. C'est cool. Ouais, à titre personnel, je suis très content de voir Pia et Kiran, parce qu'à chaque fois que je voyais Pia toute seule rééditée, j'aurais souhaité que ce soit Pia et Kiran dans le deck à la place. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup mieux. Bon, passons maintenant aux nouvelles cartes du deck.
Et il y a pas mal de bonnes choses à commenter ici. On va commencer avec la seule carte bleue toute neuve du deck. C'est le voleur de schéma, une créature Vedalken, gredin et artificier, 3-3 pour 4 dont un bleu. Elle a le vol, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que ce joueur contrôle. Bon, on le dit tout de suite, on pense tous à la même chose, on va copier du bon gros mana, du bon gros caillou, du Sol Ring, des choses comme ça, c'est bien, ça vole, c'est propre. C'est synergique avec le commandant, c'est dingue, voilà, enfin je veux dire, notre petit Gimbal, il va être content d'avoir sa copie de caillou en plus, du coup, encore une fois, un jeton d'artefact avec un nom différent. Wow. C'est ça. Et puis, ce qui peut être cool aussi, c'est que tu copies pas que des artefacts non créatures. Donc voilà, si vous avez quelqu'un en face qui aime jouer Simulacre Solennel, je trouve que ça peut être assez amusant dans les tutos un terrain à chaque tour. Petite machine Givretrin qui traîne. Une petite machine, allez hop. Ah, soyons fous. Et au-delà de ça, en dehors du deck, ce qui est très très sympa, c'est que pour la carte en elle-même, c'est un gredin qui commence à copier des choses en face. Il y a sûrement des gens qui vont savoir quoi en faire. Ouais. Et c'est un artificier, donc du coup il y a probablement quelques decks qui peuvent aussi l'utiliser. Et sûrement d'autres qui vont arriver. La carte suivante qu'on va trouver dans les nouvelles cartes, donc on va passer sur les cartes rouges, et là on est sur vraiment le gros spoiler du deck, ça va être jouer avec la calamité, donc un rituel pour la modique somme de 7 incolores et un rouge, qui va dire de mélanger votre bibliothèque. Autant de fois que vous le choisirez, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si la valeur totale de mana des cartes exilées de cette manière est inférieure ou égale à 13, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Stupide. Très stupide. Oui. C'est du blackjack, hein. On en parlait quand on a écrit le script, mais c'est du blackjack. Sauf que là, la valeur, c'est pas 21, c'est 13. C'est ça. Donc, ouais. Petite mention spéciale pour le texte d'ambiance qui est sublime. C'était un jour comme les autres sur une estrade. Là-bas, on appelle ça un jeudi, quoi. C'est ça. Mais non, en fait, pourquoi on dit que c'est le gros spoiler? En fait, dans le deck, la carte, elle est utilisée normalement, elle est complètement fair. C'est cool. En fait, on va révéler les cartes du dessus, et à chaque carte qu'on va révéler, est-ce qu'on va vouloir aller plus loin et se dire j'en veux plus parce que j'ai quand même payé 8 mana, ou est-ce qu'on se dit là, j'approche de 13, c'est un peu dangereux? Ça va. Et là où la carte va être cassée, c'est quand on va vouloir la jouer sur des decks avec des courbes de mana ultra basses, et ça va être comme on a dit quand on a fait l'épisode, c'est un ad nauseam bis mais en rouge. Voilà. C'est vrai que là on voit le potentiel en fait. Après ici dans le deck, j'avoue qu'on a quand même quelques gros coups. Ouais. Je veux dire, on a quand même des coups à 4, 5 et plus ça monte jusqu'à 7, sont récurrents. Tu te dis ouais ça monte à 7 plus. Tu te dis là par contre c'est un peu plus risqué quoi. Dès qu'on va exiler pour 8, on va commencer à... voilà, c'est ça. C'est ça. Alors après, la carte est cool. Ouais, elle est vraiment cool. Après, dans un deck avec une courbe de mana plus basse, comme tu dis, tu peux facilement monter jusqu'à 9 ou 10 en te disant « Bon, c'est bon. » Voilà. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dépenses du mana pour obtenir des cartes du dessus de ta bibliothèque. Alors oui, tu as mélangé avant, donc tu peux pas contrôler le dessus de ta bibliothèque. On peut pas tricher. Encore heureux. Sinon, ça serait vraiment débile. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que derrière, tu cumules en fait, tu vas dire ok j'ai peut-être du mana en trop, mais en fait je vais récupérer des cartes directement pour éventuellement la valeur de mana que j'ai dépensé quoi. Ouais. Voilà. Et peut-être plus, et c'est ça le pari en fait. Et peut-être plus, ouais c'est le pari en effet. Et est-ce qu'on peut juste mettre en place, est-ce qu'on peut juste officialiser le point Godwin des produits commandeurs, la carte rentre dans Prosper? Oh merde. Ouais c'est vrai que c'est exilé. Tu vois moi je l'aurais plutôt mis dans un Joyra, la V2, Chirios, avec que des artefacts à 0. Ah oui, parce que là tu vas piocher les cartes. C'est complètement l'utilisation, ça, ou un Birgi un peu burné, ça marche très très bien. Voilà. Oui, parce que les sorts sont lancés, faut le rappeler, les gens. Oui, les sorts sont lancés. Du coup, ça fait quand même une sacrée différence. Ça, donc, ou même les gens qui vont jouer des IZ avec des spell copies, là. Les spells sont lancés, donc il y a aussi moyen d'abuser. C'est un rituel qui a un gros coup de mana avec beaucoup d'incolores. Dans Mythique, ça marche bien, quoi. La nouvelle carte suivante, en rouge encore une fois, c'est le Détonateur d'Edron, une créature gobelin et artificier 2-3 pour 3 dont un rouge. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Détonateur d'Edron inflige une blessure à un adversaire ciblé. Et vous l'engagez et vous sacrifiez 2 artefacts.
exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et je ne résiste pas au fait de lire son magnifique flavor text. Parachez-moi ça! Bon, bah c'est pas mal, on va dire. C'est pas mal, mais ça pêche un peu. On aurait aimé une blessure à chaque adversaire, et là, ça aurait été vraiment cool. Ouais. Voilà. Bon, ça décharge une blessure à l'adversaire ciblé. Il y a le côté politique, mais bon, on commence vraiment à lui chercher des excuses. Non, c'est synergique avec le deck, ça fait ce qu'on attend. Maintenant, le power level est pas non plus extrême, quoi. Et la deuxième capacité, elle est un peu anecdotique dans le deck, ça va être cool en late game, mais voilà, c'est pas... En fait, on va citer juste 2 cartes. Alors, il y a le... J'ai oublié le nom de... Le Reckless Fireweaver. Voilà, le Reckless Fireweaver. J'ai pas le nom en français, malheureusement. Mais du coup, qui est meilleur, parce que lui, il inflige à tous les adversaires. Et ensuite, simplement, pour la deuxième capacité, on a la casseuse de figures professionnelle. Il me semble que c'est ça en français. Mais voilà, du coup... en fait, littéralement, ces 2 cartes-là sont meilleures. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais là, les 2 sont réunis. Enfin, pas vraiment, parce que déjà, la casseuse de figures, elle a pas besoin de s'engager pour le faire. Elle sacrifie que des trésors et ça fonctionne tout seul, quoi. Donc tu peux l'utiliser plusieurs fois par tour. Et mine de rien, ça fait une grosse différence, quoi. Et le détonateur d'Edron, c'est quand même bizarre d'avoir une carte designée pour le commandeur qui ne cible qu'un seul adversaire. C'est bizarre. Ouais, c'est pas mauvais, mais du coup c'est moins bien que ce qu'on connaît déjà en fait. Oui, puis c'est pas intuitif comme on dit pour un produit multijoueur, quoi. Non, ouais. Non. C'est bizarre. À sa décharge, c'est un gobelin artificier, il y a peut-être un thème. Oui, c'est ça. Et ça rentre dans Prosper. Encore une fois. Secours. La carte suivante, dernière carte rouge dans les nouvelles éditions du deck, le distributeur de douleur. Pour 3 de incolore et un rouge, une créature diable et citoyen 2-3 avec la menace. À chaque fois qu'un joueur lance son premier sort à chaque tour, il crée un jeton trésor. Et à chaque fois qu'un artefact qu'un adversaire contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, le distributeur de douleur inflige une blessure à ce joueur. C'est spécial comme carte. C'est très bizarre parce qu'on a essayé de la définir un petit peu parce que il y a une partie groupe hug et il y a une partie groupe slug sur la même carte. C'est très étrange. C'est du cadeau empoisonné, quoi, mais... Ouais. Après, c'est aussi anti-joueur de trésor en face. Sauf que t'es là, oui, mais bon, t'en files toi-même, donc du coup, c'est un peu dangereux, je sais pas. La carte, elle me perturbe beaucoup parce qu'en fait, je me dis, est-ce que vraiment tu acceptes le risque de fournir des trésors aux adversaires alors que ça reste quand même du mana, quoi. C'est pas comme si les jetons trésors, par exemple, ils arrivaient, je sais pas, si par exemple ils arrivaient engagés, les jetons trésors, oui, ça aurait été, okay, ça aurait été bien parce qu'il y aurait une latence en fait. Mais là, le problème, c'est qu'en plus, c'est à chaque tour, quoi. Donc c'est avec les joueurs qui vont avoir des spells qui peuvent jouer pendant les tours des autres joueurs. Ils vont faire potentiellement plus d'un mana par tour de table. C'est un sacré cadeau quand même. Ouais. Et sur 40 points de vie, une blessure, est-ce qu'il est suffisant alors dans le deck, il crée un jeton, c'est pas mal. Maintenant... Après, je pense qu'il y a des decks qui peuvent l'utiliser à leur avantage, puisqu'il faut pas oublier que vous créez aussi le jeton trésor. Donc, il y a probablement quelques decks qui peuvent l'utiliser à leur avantage une fois de temps en temps. Ça, mais ou bon, alors les vrais gros groupes slug, genre les Obosh, vu qu'il a le côté 3, du coup, lui, ça va être encore une source de dégâts sur table qui va rester, qui va être doublée. Là, oui. Là, okay. Tu lui donnes l'infection. Bon, le je fais mon Emmerich. Oh, le vilain. Je fais mon Emmerich. Mais voilà, non, mais c'est con, hein, mais c'est vrai que là, d'un seul coup, ça dissuade beaucoup les adversaires d'utiliser les trésors. Clairement, et puis après, si vous commencez à faire des bêtises avec des destructions d'artefacts de masse, bon, ça peut mettre des grosses baffes. D'ailleurs, ça me rappelle également le fait qu'il y a une autre carte qui existe en artefact qui punit les adversaires pour les artefacts qui partent au cimetière. Oui. Ouais, enfin, qui punit tous les joueurs. Pas uniquement les adversaires. Donc bon. Mais c'est vrai qu'en termes de groupe slug, ça peut être une stratégie. Voilà. Si vous en avez marre des trésors, vous aussi, mettez-vous à jouer le distributeur de la douleur. Et du coup, ça marche bien dans Prosper et contre Prosper cette fois-ci. Au secours. L'aide. À l'aide. À l'aide.
Passons maintenant aux cartes vertes avec la voix de l'animiste. C'est la dernière carte du cycle, et oui, c'est un rituel qui coûte 4, dont un vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Et elle a volonté des Planeswalkers. En commençant par vous, chaque joueur vote pour transplanement ou chaos. Si transplanement gagne plus de votes, transplanez-vous. Si chaos gagne plus de votes ou que les votes sont à égalité, le chaos s'ensuit. Bon, donc on boucle la boucle, hein, ça finit le cycle des sorts volonté des Planeswalkers dédiés à chaque Planeswalker. Bon, en vrai, celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est du ramp en vert qui fait ce qu'on attend du vert. Hein. Ça va chercher n'importe quel de basique de n'importe quel type, ça les met en jeu engagé. C'est classique. Donc, c'est classique, mais ça reste des cartes qu'on va jouer sur du commandeur multi casual. C'est cool. Ouais, c'est cool, ça va être cool, c'est sympa. C'est ça. Et le volonté des Planeswalkers, c'est le petit bonus, quoi. Encore une fois, voilà, pour résumer ce qu'on a dit à chaque fois sur les cartes volonté des Planeswalkers, en fait, la capacité, cette partie-là de la carte, alors, si jamais vous ne jouez pas avec le Planechase, c'est pas important, il y aura rien à faire, bien évidemment, il y aura pas d'effet particulier. Si jamais vous jouez en Planechase, en fait, ça a un bon intérêt, en fait, en termes de politique, en termes de choix, de discussion avec les adversaires, parce que, étant donné que les plans affectent tous les joueurs à la table, ça peut être intéressant soit de déclencher le chaos, soit de laisser passer ailleurs, en fait, de changer de plan, en fait. Donc c'est toujours aussi intéressant, voilà. Mais le sort de base est très standard, voilà. C'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent. Ouais, vu la courbe du deck, ça fait plaisir d'avoir des bonnes rampes dans le deck. La carte suivante et dernière carte en verte, ce sont les cavaliers de guerre de la steppe de sable. Pour 3 incolores et un vert, une créature humain et guerrier 4/4 avec le piétinement. Et au début du combat pendant votre tour, renforcement X, X étant le nombre de jetons d'artefacts appelés différemment que vous contrôlez. Petit rappel, c'est choisissez une créature avec l'endurance la plus faible parmi les créatures que vous contrôlez et mettez X marqueur +1/+1 sur elle. Là on sent que la carte elle est designée pour le deck, hein, vraiment, et pour le commandant. Parce que autant Rashmir Agavan, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment de synergie avec. Par contre, avec Gimbal, ça paraît plutôt pas mal. Voilà, il y a juste un défaut qui est mineur, mais c'est lié directement à la capacité de renforcement, c'est le fait que automatiquement c'est la créature qui a l'endurance la plus faible. Du coup t'as pas trop le choix, quoi. Alors, mais bon, le deuxième défaut, c'est qu'on voit pas. Le deuxième défaut que je vois, c'est qu'on voit quasiment pas l'humain sur l'illustration. Mais... c'est vrai que là, oui. Mais on sait, il est en train de chevaucher un rhinocéros de siège, hein, on le connaît bien celui-là. Oui, clairement. on en fait encore des cauchemars. Mais non, la carte est cool, elle fait ce qu'elle veut qu'on fasse, que ce soit dans le deck ou pour le coup qu'on la paye, donc c'est pas mal. Et surtout ça peut permettre de lancer le deck au début, le temps que les jetons Gremlin grossissent, il va naturellement les faire grossir, le temps qu'on puisse créer des artefacts nommés différemment. La suivante aussi, elle bourrine plutôt pas mal, donc on passe à la seule carte nouvelle multicolore, c'est la Surineuse Négociatrice. Un orc et pirate qui coûte 4, dont un bleu et un rouge, c'est une 4/3, avec le pourparler. Chaque fois qu'elle attaque, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non-terrain révélée de cette manière, vous créez un jeton trésor engagé. Chaque joueur pioche ensuite une carte. On est encore, comme pas mal de cartes du deck, sur des cartes très intéressantes, mais avec des gros garde-fous. On va pas pouvoir en abuser. Alors, ce qui a ses très bons côtés, hein, vu que pour du précoce, ça permet d'avoir des cartes qui font que ce qu'on attend d'elles. On fait des trésors, tout le monde pioche, il y a toujours ce petit côté group hug. C'est intriguant, on va dire. Sympathique mais étrange. Ouais. Après, c'est un pirate, donc ça rentrera bien dans les decks pirates. Ah, complètement, ouais. Ouais, après tous les trucs qui font des phases d'attaque supplémentaires, ça peut être sympa aussi de la déclencher plusieurs fois dans le tour. Ça te fait piocher aussi, il y a le côté trésor malheureusement qui arrive engagé, mais non, il y a tout ce côté-là, c'est pas une grosse carte, ça se voit tout de suite, mais c'est intéressant en fait. C'est ça. C'est une bonne carte. Voilà. Ouais, clairement, puis le body est quand même correct. Pour un deck pirate, le body est correct. Ouais. L'évasion lui ferait du bien par contre, hein. Ça c'est... 4-3 sans évasion, t'es là... c'est un peu le défaut là. Ça se fait bloquer correctement.
Pour la dernière des nouvelles cartes, donc on va retrouver une carte qu'on a retrouvée dans tous les autres decks, l'élixir de Sani, un artefact pour 4 incolores qui dit que si on devait lancer au moins un dé planaire à la place, on lance ce nombre de dés planaires plus 1 et on en ignore un. Et il s'engage pour 2 mana incolores. Super, je peux finir du coup de commenter cette carte pour la dernière fois. Toujours la même chose, voilà, pour résumer ce qu'on a dit depuis le début, c'est un artefact, un caillou qui est tout à fait correct. Pour 4 mana, faire 2 mana incolore, c'est exactement ce qu'on attend en général, c'est dans la norme. Et derrière, par contre, si vous jouez en pleine chase et que du coup vous avez les dés planaires à lancer, c'est super fort, puisque du coup, voilà, comme on a dit, lancer 2 dés et pouvoir ignorer un des résultats, déjà, sachant quand même que le dé planaire, il n'y a que 2 faces qui ont des effets sur les 6, autant vous dire que ça fait plaisir de pouvoir lancer un second dé pour pouvoir décider éventuellement si vous allez pouvoir tomber sur autre chose, quoi. Augmenter les probabilités, c'est pas mal. Et c'est génial, c'est très bien. Et puis sachant qu'en pleine chase, pour chaque fois qu'on va payer 1, puis 2, puis 3, on peut le relancer, là vous doublez vos chances à chaque fois, c'est quand même assez violent. Ouais, c'est très très fort. Mais ouais, en tout cas, bonne carte de manière générale et très bonne carte pour le plein chase. Parlons maintenant des rééditions. Alors là, on vous a fait un petit package plutôt pas mal, hein. On va pas se mentir, le deck contient beaucoup de bonnes rééditions. On va même le préciser tout de suite, mais on n'a vraiment pas tout abordé, parce que bon, à un moment, il faut quand même qu'on dise stop, parce que sinon c'est plus possible, il n'y a plus le temps. Mais ici, on a commencé notamment avec les 3 premières cartes, c'est-à-dire des cartes qui créent des jetons différents, et du coup, alors là, c'est les gros classiques, hein. Il n'y a aucune surprise là, faut le dire, ce sont les très gros classiques, mais ils sont tous les 3 dans le deck, et ça déjà, c'est à mettre au crédit du deck, parce que c'est inattendu de les voir tous les 3 réunis. Il y a l'approvisionneuse infatigable, la traqueuse infatigable et le fabricateur de l'académie. Clairement, hein, sur les decks qui jouent des jetons et qui jouent vert, c'est les trois spoilers qu'on retrouve dans tous les decks. Donc c'est vraiment cool de les avoir sur un préconstruit, que ce soit pour les gens qui commencent ou les gens qui ne les auraient pas, qui se mettent sur ces stratégies. C'est vraiment un cadeau. Hein. Ouais, moi j'avoue que j'étais étonné de les voir tous les 3 dans la liste, parce que typiquement quand j'avais vu la thématique qui était annoncée, c'était voilà, jetons d'artefacts, je me disais oui, on va être obligé dans le 2020 Out d'en rentrer forcément un des 3 selon le budget, etc. Et non. Voilà. On va devoir réfléchir pour le faire, quoi. Ah mince, comment on va faire alors. On va devoir chercher appeler des gens. Choses, quoi. Non. Non, mais c'est très cool, et puis on sent qu'on commence à avoir des préconstruits qui, même si le power level du deck n'est pas vraiment éclaté, la façon de le construire, ils ont vraiment réfléchi et commencent à mettre du spoiler des stratégies concernées, quoi. Les 3 rééditions suivantes, ce sont encore des créateurs de jetons, mais également un petit bonus là à la fin, quand le dernier on vous l'a gardé exprès parce qu'il est plutôt pas mal dans ce deck. C'est la malédiction d'opulence, Saeli sublime artificière et le chrysalide du cartel. La malédiction d'opulence, ça fait plaisir parce que c'était une carte qui n'était pas si facile que ça à trouver. Hein. Ça commençait à coter un peu, ça n'a pas été beaucoup édité, donc ça fait plaisir de le voir comme réédition parce que ça permet d'y avoir plus facilement accès. Et c'est sympa parce que c'est vrai que le deck utilise un vieux wording à son avantage, parce qu'elle ne crée pas des jetons trésors, elle crée des jetons or, donc qui sont un peu leurs ancêtres. Mais du coup, là c'est cool, parce que le jeton or ça fait un nom différent. Parce que le jeton a un nom de son type. Donc... Ça manque d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas mis d'autres qui font des jetons or. Ouais, mais c'était assez limité. C'était assez limité, et puis la différence c'est que le jeton or ne s'engageant pas avant de se sacrifier pour faire le mana, il y avait des decks qui en abusaient trop. En effet. Et Saeli, c'est pareil, hein, ça fait partie des staples de la mécanique, et c'est là où le Témur devient intéressant en fait, parce qu'on commence à pouvoir piocher dans pas mal de couleurs différentes. Puis là, la chrysalide du cartel derrière qui fonctionne très bien avec ce côté jeton de créature, puisque, on rappelle quand même qu'on a des gremlins qui ont le pétinement, s'ils ont le vol en plus, c'est plutôt pas mal du tout. Par contre, la deuxième capacité ici va pas vraiment servir, je pense, hein. Faire des bêtes 4-4, bof, surtout que c'est pas des artefacts, donc bon, tant pis. Après oui, peut-être recycler un jeton trésor si on en a trop pour faire une 4-4 en plus, mais ça va être le maximum qu'on aura utilisé, quoi. Mais c'est vraiment la première capacité dont on aura abusé. On vous a prévu également quelques cartes de gestion, protection, dans les rééditions, elles sont pas mal du tout. Celle-ci, il y a Prisonnier de la Lune qui est réédité, Test inconcevable et la Fleurie de Sort.
Alors, Prisonnier de la Lune, on est dans tout ce cycle d'enchantement qui marche très très bien en commandeur, puisqu'en fait, c'est une gestion, mais qui, quand elle est jouée sur le commandant adverse, va être quand même relativement handicapante. Se prendre ça sur un commandant, c'est-à-dire qu'on va être obligé de devoir gérer un de ses propres permanents avant de pouvoir le rejouer. Donc ça permet de gagner pas mal de temps, ou s'il y a un joueur qui part vraiment trop devant en début de partie, de lui mettre un gros stop. Ça marche très très bien, et ça a le bon goût de pouvoir enchanter un planeswalker ou un terrain, donc ouais. Ça peut être un petit bouton panique pour empêcher quelqu'un de partir trop dedans, quoi. Le test inconcevable dans le deck, c'est complètement logique. Je veux dire, on est sur un deck jeton. Alors, évidemment, là, test inconcevable joue autour des jetons de créatures, ou des non-jetons de créatures. Mais les créatures non-jetons, plutôt, je devrais dire. Mais c'est vrai que l'intérêt, il est assez grand, en fait, puisque... vous allez souvent créer des jetons de créatures avec déjà Gimbal, plus il y en a quelques autres qui sont potentiellement qu'on peut créer en fait dans le deck. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir cette carte-là, parce que bon, on a ce côté flexible mine de rien, parce que si jamais par exemple il y a un deck jeton plus agressif, notamment jeton de créatures plus agressif, ma test inconcevable peut par exemple le temporiser dans ce sens-là. Et surtout moi ce que j'adore c'est un éphémère. Ah, c'est génial, ça peut être un gros trick en phase de combat, ça peut retourner complètement une table. Ça vaut pas ta faille cyclonique, mais on est sur quelque chose de solide. On est quand même sur quelque chose de solide. Ouais. Puis bon, la fleurie de sorts, c'est un trésor, quoi. C'est Maladreine à la maison, hein. De 1, c'est dans la mécanique du deck complètement, puisqu'on va créer des jetons trésors. Et puis au-delà de ça, c'est un contre-sort qui est relativement puissant, mais qui crée pas ce petit moment de feel bad à la table, dans le sens où quand on mobilise 5 mana pour contrer un sort, qui en plus est dans la mécanique du deck, on n'est pas sur des fois ce qu'on peut trouver sur certaines tables, dès que des gens commencent à jouer des contre-sorts où ça plombe un peu le groove de l'empereur, quoi. C'est pas super cool. La fleurie de sort, elle est bien. Elle est correctement accostée, elle fait ce que veut faire le deck, donc c'est justifié. On va pas vous en vouloir de jouer ce genre de contre-sort là. Ouais, c'est une bonne carte vraiment là-dessus. Il y a également dans le deck 2 cartes qui sont, on va le dire, des kills. Ils sont là vraiment pour tuer grâce aux jetons qu'on va créer, que ce soit des jetons de créatures ou non. Et d'un côté on a la duplication experte, et de l'autre côté on a Debout là-dedans. Ça fait plaisir de voir qu'ils intègrent des vrais kills dans les decks, ça évite que les parties pioncent trop longtemps, ce qui pourrait être le cas avec des vieux préconstruits. Que là on a vraiment ces cartes là qui vont close in game dès qu'on a pris l'avantage, et c'est cool, c'est vraiment cool, parce que il y a un moment il faut gagner, quoi. Ouais, mais moi je suis limite surpris de voir les deux. Je me disais peut-être qu'il y en a un qui va être dans le deck. Je m'attendais plus à duplication experte parce que bon voilà, il y a le côté créer des golems aussi dessus, ce qui est une bonne alternative éventuellement, enfin même si c'est pas la meilleure honnêtement. Mais là les deux, d'accord, ouais, c'est surprenant quoi. On va vraiment devoir travailler pour le 20 in 20 out en fait. Hein. Ah ouais non là il y a du boulot qui attend derrière. Hein. On va devoir réfléchir pour de vrai. Non, c'est bien parce que il en faut quelques-unes dans le deck de ce genre de carte qui peut dire au bout d'un moment, on arrête de se regarder en chien de faïence et puis voilà, là j'ai pris un léger avantage et puis hop on termine, on passe à la suivante, quoi. C'est important. Et d'ailleurs en parlant de léger avantage, la dernière carte est plutôt pas mal pour donner un léger avantage à ce deck. C'est le dragon scintillant qui est encore une fois ici réédité, hein, rendez-vous compte, il était dans la guerre des fratricides, dans les decks, et il est de retour encore une fois ici. C'est fort, hein. C'est très très fort. Déjà la défense talismanique sur une 5-6 vol contre un 4 artefacts, ce que le deck fait relativement facilement, ça reste un gros body, mais c'est surtout engager 2 artefacts pour piocher une carte, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que le deck fait pas de jetons, hein. Il fait pas des jetons d'artefacts. Non, pas du tout. Et puis il y a pas de restriction de jouer sans rituel en plus. Donc je veux dire, on peut très bien garder des bloqueurs et ils sont encore là. Allez hop. Voilà, c'est très très fort, très très fort. Non, génial. C'est vraiment l'avantage comme on a dit, les couleurs Témur sont pas habituelles pour un deck jeton artefact, mais du coup en fait ça donne une boîte à outils monstrueuse. C'est vraiment agréable. On va parler maintenant des plans, mais avant de parler des plans, je vais vous parler du Planechase, parce que voilà, si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, voici le fameux moment que Thibaut aurait dû enregistrer pour le remettre à chaque fois dans les vidéos, et éviter de refaire le même monologue en boucle. Voilà. Mais on va quand même expliquer le Planechase tous ensemble. Du coup, le Planechase en fait c'est un mode de jeu qui s'ajoute au format de votre choix.
Ici, bon, du coup, ils l'ont fait avec les decks Commander, ce qui est tout à fait adapté, puisque c'est plus un format, un mode de jeu pour le multijoueur, bien évidemment. Le but du Planechase, alors il y a deux façons de jouer. Il y a la façon traditionnelle, voilà, standard, et il y a la façon YOLO fun, let's go, on fait n'importe quoi. Voilà. Je vais vous expliquer la traditionnelle parce que c'est la plus, comment dire, celle qui est la mise directement en avant par la construction des decks ici et ce qui est proposé. En gros, la façon traditionnelle de jouer, c'est que vous venez à la table avec un deck de plans, donc du coup qui sont ces grandes cartes comme celle-ci là que vous voyez. Et en fait, votre deck de plans est composé de minimum 10 plans et ou phénomènes, on parlera des phénomènes après, qui du coup sont chacun en singleton, donc un seul exemplaire de chaque. Vous pouvez avoir plus de 10 plans, mais pas moins, bien évidemment. Donc si jamais vous voulez jouer 50 plans différents, allez-y, faites-vous plaisir. Oui, il y en a autant, il y en a même beaucoup plus que ça. Le premier joueur à jouer va révéler en fait la carte dessus de son deck de plans, qui a été évidemment mélangé, donc c'est de manière aléatoire. Et en fait, les plans vont affecter la partie pour tout le monde. Voilà. Il y a un effet en fait qui est statique ou déclenché à des moments précis de votre tour, donc qui est dans la partie claire du texte. Donc voilà, là au début du combat, voilà, donc ça c'est une capacité déclenchée qui se déclenchera au début du combat de chaque joueur à la table pendant son tour. Et derrière, on a le chaos planaire qui est en fait du coup le petit symbole dans la partie plus foncée du texte. Et du coup, si vous tombez sur le chaos planaire avec le dé planaire, oui, je vais y venir en 2 secondes, et ben en fait vous allez déclencher la capacité du chaos planaire, donc le chaos s'ensuit, et du coup la capacité il faut la résoudre, etc. Donc voilà, il n'y a rien de très particulier à ce niveau-là, c'est vraiment juste, les plans sont un élément avec lequel on ne peut pas interagir directement, sauf avec une seule chose, le dé planaire. Le dé planaire, c'est un dé à 6 faces, je l'évoquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est un dé à 6 faces sur lequel tu as 4 faces qui sont vierges, qui ne font rien du coup, voilà, c'est magnifique. Et ensuite, on a une face pour transplaner, donc c'est-à-dire pour passer au plan suivant, et on a une face pour le chaos planaire, donc du coup pour déclencher les effets du plan en cours. Si jamais on transplane, en fait, c'est le joueur qui a lancé le dé, dont c'est le tour, justement, qui va révéler la carte du dessus de son deck planaire et remplacer la carte précédemment en place. Et bon, bah, chaos planaire, vous avez vu un petit peu les conneries que ça peut faire. Et bah, en fait, c'est juste des règles supplémentaires, voilà. C'est remettre un peu dans le contexte, comme quoi, bah, on est des planeswalkers, donc du coup, on est censé se battre en voyageant entre les plans, etc. Donc voilà, c'est remettre un petit peu dans ce contexte-là du jeu et du lore de Magic. Et petite précision, il va y avoir une précision de règle à un moment sur un plan qui nous a donné un mal de crâne pas possible, n'est-ce pas John ? Alors on était obligé d'ouvrir 15 pages différentes pour vérifier un point de règle obscur, et on l'a trouvé. Oui, c'est bon. On va se mettre à 2 arbitres pour faire ça, mais on l'a trouvé. On l'a trouvé, donc du coup on aura une petite précision qu'on n'a pas dû faire sur les 4 decks précédents, c'est qu'il y a une raison. Et on va commencer avec le premier nouveau plan du coup de ce deck, c'est Ghirapur sur le plan de Kaladesh. Au début du combat pendant votre tour, jusqu'à la fin du tour, chaque artefact non créature, non véhicule que vous contrôlez, devient un véhicule 5-3 en plus de ses autres types et acquiert le piétinement, la célérité et pilotage 2. Et le chaos planaire dit que vous renvoyez dans votre main une carte d'artefact non créature ciblée depuis votre cimetière. C'est un peu la violence quand même, hein. Oui. Dans le deck, on va pas se mentir, c'est un poil la violence. Ouais. Ah, si ça se révèle alors qu'on a un board qui est déjà bien fourni, ça peut kill un joueur assez vite, hein. Très vite même, je trouve. Surtout qu'en plus c'est automatique, hein. Voilà, c'est chaque artefact non créature. T'es là, oh. La seule question, c'est est-ce qu'on va avoir assez de créatures pour les piloter. Après, c'est qu'un pilotage 2, on aura quelques gremlins, les 3-4 créatures qui se baladent, je veux dire, tous les cailloux qui deviennent des 5-3. Oui, ça fait mal, hein. Ah ouais, ça picote, hein. T'imagines te faire attaquer par un jeton food, c'est pas mal ça. La petite nourriture, t'as une tarte qui t'attaque qui est une 5-3. Le manque de respect ultime. Je me suis fait entarter, mais à toute 5 dans la gueule, quoi. Ah non, c'est violence, hein. C'est violence. Puis ça, le chaos, il permet de récupérer un kill ou une gestion, c'est... Enfin, non, c'est artefact non créature. Artefact non créature. Bon, il y a quand même des gestions d'artefact, mais kill un peu moins. Non, ouais, si ça se révèle si ça se révèle en début de partie, malheureusement, ça va pas faire grand-chose, mais par contre, si ça se révèle en mid ou en game, ça met des tartes, hein, littéralement. Ouais, c'est violent.
Le plan suivant qu'on va retrouver dans les nouveaux plans, c'est la nouvelle Ergive sur le plan de Dominaria. Donc il y aura comme premier effet qu'à chaque fois qu'une créature historique que vous contrôlez attaque, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc avec le petit rappel, les créatures historiques ce sont les artefacts, les légendaires et les sagas. Et le chaos va donc faire qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte historique, mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors les créatures saga, ça va être compliqué pour la première capacité. Je vois un moyen, mais pas dans le deck. Ouais, ça va être compliqué, voilà. Mais c'est vrai que dans le deck ici, créature artefact, c'est ce qui va nous intéresser. Hein. Le +2/+2, les gremlins, ils vont faire ouais, c'est super sympa ça, ce qu'on fait là. Ouais, puis même le chaos planaire, il est génial, vu que bon, il y a quand même pas mal de sorts d'artefacts aussi. Ouais. Il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a déjà pas mal. Ouais, mais bon, ça fait piocher une carte qui va être forcément une carte active en fait. Donc c'est vraiment bien quoi. Ouais. Après, ce que je vois derrière, c'est que ça, par contre, avec des decks qui jouent autour des créatures artefacts ou des créatures légendaires, waouh! Ouais. Ah bah c'est la violence, quoi. Un petit peu quand même. Hein. Ouais. Du coup, ça me chauffe pour faire un deck où je le tuerai avec des créatures saga, mais ça c'est autre chose. On continue ensuite avec un nouveau plan, encore une fois, c'est la montagne des 10 sorciers. Pouvez-vous trouver les 10 sorciers actuellement sur l'image? Sur le plan de Shen Meng, à chaque fois que vous lancez le dé planaire, ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et le chaos planaire dit qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Ça par contre ça va plutôt être un plan qu'on va voir en milieu de game je pense. Je le trouve moins vraiment puissant avec le deck que les deux autres. Ouais. Alors, je vais juste te rappeler un truc parce que c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais le dé planaire vous pouvez le lancer gratuitement pendant votre tour en rituel. Mais ensuite il vous coûtera 1 mana de plus à chaque fois sur le même tour que vous allez le lancer. Donc 1 mana, puis 2 mana, puis 3 mana pour chaque lancer. Donc c'est pas non plus utilisable, abusable à 200% parce qu'il va falloir dépenser du mana à chaque fois pour mettre les marqueurs. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut avec le deck. Hein. Je pense que c'est plutôt le chaos. Hein. Ouais, voilà, le chaos, si on a un board sympathique, il est cool. Mais je pense qu'on a autre chose à faire avec le mana dans le deck en fait que d'abuser du dé planaire pour surcharge des créatures. Ouais, surtout qu'en plus on peut transplaner sans faire attention. Tout à fait. Donc non, il est bien. Il est pas fou comme les autres quoi. Alors ensuite on va trouver donc celui qui nous a provoqué notre fameux mal de tête, la nuée occidentale sur le plan de Gobakan. Donc qui dit prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées aux créatures et aux planeswalkers que vous contrôlez. Et le chaos qui va faire qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, créez 3 jetons trésors engagés. Chacun d'eux inflige une blessure à chaque créature et à chaque planeswalker. Alors moi je veux pas aller sur Gobakan. Hein. Ouais non ça a pas l'air cool. J'ai pas envie d'y aller, moi. Non, alors, pourquoi est-ce que ça nous a donné un mal de crâne pas possible ? Vous avez probablement bien écouté ce que John a dit, et vous êtes posé la question, mais attends, comment c'est que les trésors mettent des blessures si on prévient les blessures ? Oui, alors, du coup, on n'était pas au courant d'une règle concernant la gestion des plans, c'est-à-dire que le plan... Peu importe qui est le propriétaire du plan, en fait, il est contrôlé par le joueur actif. C'est-à-dire le joueur dont c'est le tour. Et du coup, quand un plan fait référence à des choses que vous contrôlez, c'est-à-dire c'est le contrôleur du plan durant son tour. Donc du coup, là, c'est la personne dont c'est le tour actuellement, le joueur actif, va du coup être le contrôleur du plan et du coup il va être protégé. Mais les autres créatures et planeswalkers qui ne sont pas contrôlés par le joueur dont c'est le tour n'ont pas la prévention des blessures. Du coup, ce qui rend le plan ultra cohérent. Non, les créatures qui sont contrôlées par le joueur dont c'est pas le tour, tu vas dire. Oui, les créatures dont c'est... Oui. Ah, enfin bon voilà, vous avez compris l'idée. Celui qui est protégé, c'est celui dont c'est le tour, et du coup qui est le contrôleur du plan, parce que c'est son tour. Voilà. Mais après, évidemment, il fait des trésors, donc ça c'est ce qui nous intéresse, bien sûr. Là, ça, l'effet est sympa, quoi, parce que si... Oui, parce que le chaos planaire, c'est là... Ouais, le chaos planaire, il fait quand même un certain petit ménage sur ce qui traîne. Hein. Ouais, on rappelle quand même qu'il y a des sorts qui existent en Commander qui sont joués, et qui sont symétriques, ceux-ci, et ils coûtent 3 mana quand même, hein, donc pour faire ce genre d'effet. C'est ça. Et encore, même ceux qui coûtent 3 mana ne te créent pas 3 jetons trésors pour le tour d'après. Hein, Nope.
Donc, ouais, non, ça touche les créatures, les planeswalkers, pas les tiens, ça te fait du mana. Bon, c'est sympa quand même. Hein. Ah non, c'est bien. Hein. C'est très très bien. Et le dernier nouveau plan de ce deck, c'est les friches sur Eldraine. Et quand vous vous transplanez vers les friches et au début de votre entretien, créez un jeton nourriture, le fameux qui peut vous attaquer en étant un véhicule. Du coup, le chaos planaire, à chaque fois que le chaos s'ensuit, un joueur ciblé, sacrifie une créature. S'il fait ainsi, vous créez un jeton nourriture. Vous créez 2 jetons nourriture à la place si l'endurance de la créature sacrifiée était supérieure ou égale à 4. Oko sort de ce plan. Ah oui. Non, moi, ça rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Mais non, la référence à Oko à part, l'effet est bien. Hein. L'effet est bien, ça crée des jetons food qui est pas forcément le type le plus courant dans le deck, même s'il y en a. Et le chaos planaire permet de mettre un petit coup de stop aux joueurs qui partiraient un peu trop devant ou qui vous auraient sorti une grosse bête un peu trop tôt dans la partie en la réanimant par exemple. C'est cool. En vrai, c'est cool, c'est un plan qui permet de temporiser un peu et c'est ce dont le deck a besoin pour se mettre en place. Bah, j'avoue que bon, après c'est toujours pareil, c'est que voilà, si jamais il y a du board en face, malheureusement, demander à sacrifier une créature, ça va être un peu léger. Voilà, donc c'est un petit peu dommage là-dessus, mais c'est un plan sympathique en fait pour le deck en général. Mais alors, en faut dehors, aller je sais d'abord pas sur si... Gobakan, raser les petites bêtes, ensuite passer sur les friches. C'est ça, ouais. Oh la vache. Il y a un plan. Quel plan de jeu. Il y a un plan infaillible. Donc là, on va passer sur les rééditions des plans. Donc les 5 autres cartes qu'on va trouver dans le deck de plans de pleine chaise de ce deck. Et on va commencer par le bassin du vide rayonnant sur Feu Mirondin. A chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel avec une cible unique, ce joueur copie ce sort pour chaque autre sort permanent, carte qui n'est pas sur le champ de bataille et ou joueur que ce sort pourrait cibler. Chaque copie cible une de ces cibles différentes. Et le chaos va faire qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, choisissez une créature ciblée, chaque joueur, excepté le contrôleur de cette créature, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Alors c'est hein. Le bassin du vide rayonnant, ça fait partie de ces plans où on veut très vite se barrer pour éviter que quelqu'un fasse une énorme connerie. Donc voilà. Parce que bon, là, c'est quand même... ça copie dans tous les sens possibles. Il n'y a aucune limite. Et honnêtement, ça peut terminer les games, mais sans faire exprès. Le problème, c'est qu'en plus, il n'y a pas la clause non-terrain, donc il suffit que quelqu'un claque une destruction de permanent. Ouais. Et on arrête la partie. Quoi. Ou moi, ça m'est déjà arrivé, hein, mais Chaos Warp. Chaos Warp, c'est n'importe quel permanent. Hein. T'es là, ok, tout le monde remélange ses permanents dans sa bibliothèque et ensuite, hop. Ça fait un. Comment il s'appelle ce rituel là en rouge Ah oui, non mais voilà. C'est pas Worldfire, c'est. Je sais plus. Warp World, voilà. Ça fait un Warp World sur toute la table et c'est infâme quoi. Voilà, mais c'est très dangereux en fait comme plan, c'est vraiment pas l'endroit où vous voulez rester. Après, moi je vois pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis, parce qu'il y a le côté, ah ouais, on peut faire une copie d'une créature. Oui, mais malheureusement, il faut que la créature soit artefact pour que ça bénéficie réellement à notre deck. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est dommage que le plan, en étant sur Mirrodin, ne fasse pas une copie artefact de la créature. Oui, ça aurait été plus judicieux. Ouais, mais c'est... Bon, voilà, c'est... Le plan était comme ça à la base, voilà, ils l'ont pas changé pour cette fois-ci, on va pas le critiquer. Alors, bizarrement, le lieu suivant est aussi très connu pour ses copies, c'est l'île de Vesuva, sur le plan de Dominaria. À chaque fois qu'une créature non-jeton arrive sur le champ de bataille, son contrôleur crée un jeton qui est une copie de cette créature. Et le chaos planaire dit « Détruisez une créature ciblée et toutes les autres créatures ayant le même nom que cette créature ». C'est pas mal. Après, je sais pas si c'est vraiment notre deck qui en profite le plus. Parce qu'encore une fois, il faudrait que le jeton soit artefact. Et on joue pas tant de créatures artefacts que ça. Il y en a 4 dans le deck, il me semble. C'est sympa, mais je pense que là, pour le coup, c'est un point qui va être assez équilibré au niveau de toutes les decks, quoi. Il ne profite pas plus que ça. Et il fait pas de 20-20 sur la carte, et ça, c'est bizarre. Par contre, ce qui est amusant, c'est de le jouer dans les decks Blink. Hein. Ah là, oui, là c'est fat. Hein. Ouais, là, il y a un truc. Hein. Ah, ça fonctionne tout seul. Ça fait par contre, le chaos planaire est très dangereux, justement. Ouais.
C'est ça qui fait mal là-dessus. Mais alors pareil, le chaos planaire nous fait très très mal à nous, parce que si un autre joueur déclenche le chaos planaire et qui cible un jeton gremlin, il détruit tous les jetons gremlin qui dégagent. C'est très dangereux. Je pense que c'est pas vraiment sa place dans le deck là. Non, lui je trouve que c'est un peu une erreur de casting. Non. Le suivant, on va trouver donc non pas un plan, mais le phénomène du deck, le désastre à l'échelle planaire, qui dit quand vous rencontrez le désastre à l'échelle planaire, détruisez toutes les créatures, puis transplanez-vous jusqu'au plan suivant depuis ce phénomène. Oui, vu qu'on peut pas rester dessus, voilà, c'est pas un plan, c'est un phénomène. Mais c'est une vrasse, voilà. C'est subtil, c'est élégant, c'est tout ce qu'on aime. Le truc qui est très drôle quand même, c'est qu'il faut se rappeler que les plans et les phénomènes, c'est aléatoire, donc du coup, en fait, le moment où vous allez tomber la première fois dessus, ça va être surprise. Alors que ça peut être aussi au moment où justement vous avez un board. Comme vous avez aucun contrôle et aucune visibilité dessus, aïe. On a ensuite les jardins suspendus de Selesnya sur le plan de Ravnica. Si un effet devait créer au moins un jeton, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Et le chaos planaire fait que jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quel type que ce terrain produisait. Lui, par contre, contrairement aux deux autres, le premier effet, il quadruple le potentiel des gremlins, parce qu'on fait 2 fois plus de gremlins et ils sont 2 fois plus gros. Magnifique. Là, clairement dans tout ce que le deck veut faire. Alors, je vais en profiter parce qu'en plus j'ai eu là une question aujourd'hui sur le Discord, littéralement, concernant les effets de remplacement sur la création de jetons avec des marqueurs. Et oui, c'est toujours l'effet donc de Grimbal qui crée les jetons. C'est juste que le jardin suspendu de Selesnya va intervenir sur le nombre de jetons créés et le nombre de marqueurs qui sont mis. Mais derrière, les marqueurs et les jetons sont toujours originaires de Grimbal. Ça ne change pas la source. Donc du coup, ça veut dire que vos jetons ne seront pas la copie sera pas un 0-0, ça va être aussi une 0-0 avec des marqueurs. Le même nombre que le premier que vous deviez faire normalement. Voilà. Je le double là en l'occurrence en plus sur celui-là. En plus, oui. Ouais, non, c'est fort. C'est efficace, c'est très bien, c'est ultra adapté au deck, en vrai. Et le dernier plan de ce deck, c'est le fourneau de la forteresse sur Rage. Si une source devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige le double de ses blessures à la place. Et le chaos planaire fait que le fourneau de la forteresse inflige une blessure à n'importe quelle cible. Mais du coup, 2 finalement. YOLO quoi, c'est... Bourrin. Voilà, on arrête d'être subtil et puis on tabasse. C'est à double tranchant quoi, ça va donner encore plus d'avantages à celui qui a le plus gros board quoi. Maintenant, vu qu'on joue quand même avec pas mal de trucs sur table, bon, il se peut que ce soit nous. Ouais, ça peut fonctionner en effet dans ce sens-là. Mais ça peut se retourner contre nous assez vite aussi. Bilan de ce deck ? Qu'est-ce qu'on pense de ce deck bricoleur dans l'âme ? Moi je trouve que c'est un deck qui est intéressant, qui a une mécanique qui est pas commune, et c'est cool à voir, parce que c'est vrai que voir un préconstruit qui aurait une mécanique un peu banale, ça aurait été dommage. Après, si j'avais un reproche à lui faire, c'est que, intrinsèquement par sa mécanique, il part un peu dans tous les sens. Et c'est là où je dis qu'il est bien nommé, chaque partie ça va être du bricolage. Ça a son côté sympa. Maintenant, si le deck sort à l'envers, ça va être un peu frustrant, quoi. Ouais, c'est assez étrange, je te rejoins complètement, parce que même la première fois que j'ai vu le deck, j'ai vu cet aspect fouillis en numéro 1, c'est la chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, et j'étais là, non c'est pas possible, ce deck, il y a un manque de consistance. Mais en fait, c'est assez dingue, parce que finalement, quand on regarde les rééditions, quand on regarde ce que le deck a, alors bon, il y a aussi de la merde, hein, ça, il n'y a pas de surprise, il y a aussi des cartes qui sont pas très bonnes dans le deck, mais... en fait, le deck fournit de très très bons outils. Bon, non, c'est pas une blague, hein, je fais pas dans le champ lexical du bricoleur, mais il y a vraiment de bons outils en fait pour le deck. Et les 2 commandants ont un potentiel qui est pas mal du tout. Le deck donne des outils pour que ça fonctionne, mais le truc c'est qu'il fournit un peu tous les outils. C'est un peu comme si tu fournissais à un bricoleur des outils pour faire à la fois l'électricité et la plomberie. Et refaire le toit, et voilà, et tu dis non mais ouais mais bon c'est un peu finalement tu te spécialises dans rien quoi.
Après, voilà, comme on a discuté, je pense que c'est un deck qui doit être très sympa à jouer, dans le sens que le fait qu'il y ait une grande variance de cartes, ça veut dire qu'il y aura aussi... vous allez rarement avoir deux parties qui vont se passer de la même façon, et ça peut être vraiment agréable. Après, voilà, c'est le genre de deck, si on a un conseil à donner, faudra pas avoir peur de prendre un ou deux mulligans si la main pionce trop, quoi. Là, on est sur ce genre de deck, comme un peu les decks ramp, ou certains decks avec des combos qui veulent sortir dans un certain ordre, faut forcer, faut pas y aller à la chance. Après, ce qu'on disait aussi, on a fait un petit peu le topo, parce que moi, ce qui m'inquiétait aussi, c'était les statistiques au niveau de la création de jetons, combien il y a de cartes qui en créent, est-ce qu'on a suffisamment de jetons avec des noms différents. Finalement, ça va, je crois qu'on est arrivé à 13, à une grosse dizaine de cartes, de jetons différents possibles. À 13 types et noms de jetons nommés de base différents, et sans compter les copies qui, elles encore, sont en plus. Ouais. Donc on est à 13 plus... Non, ouais, ça va, ça se fait. Ouais. Ce qui est pas mal. Après, le seul problème majeur que je vois de mon côté, c'est qu'il y a deux types de jetons qui ressortent beaucoup. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un on n'a quasiment pas évoqué. Donc il y a le jeton trésor, bien évidemment. Surprise. Franchement, qui aurait cru. Et l'autre, c'est le jeton mécanoptère, en fait, qui ressort beaucoup. Beaucoup. Ce qui est plutôt bien, parce que ils ont de base le vol, on leur donne le piéto, si tu veux qu'on ait un ou deux boosts de créatures, et ça devient très vite difficile à gérer. Donc, le deck veut gagner en agressant, c'est bien. Parce qu'on de plus en plus on voit des tables avec des gens qui ont des decks qui veulent gagner en restant chez eux sans interagir. Là non, c'est un deck qui met quand même la pression, et c'est bien, c'est cool. Le seul problème majeur, c'est que le plan de jeu met du temps à se mettre en place. Il faut vraiment tomber dans les étapes avec des jetons qui sont créés avec des noms différents, parce que si vous vous amusez à créer 36 trésors, en fait, Gimbal, lui, il regarde et il dit « Bah non, mais il y a toujours qu'un seul type, quoi. Enfin, c'est toujours le même nom. Donc je m'en fous, moi, que vous m'en créez 36. J'en veux les différents, quoi. » Donc c'est un petit peu le petit côté dommage, c'est que le deck peut coincer à un certain moment si jamais ça se passe mal pour lui, en fait. Faut prendre en compte que c'est un deck qui fait ce qu'on appelle une boule de neige, c'est-à-dire il va petit à petit se mettre en place, mais par contre s'il n'est pas arrêté, au bout d'un moment on l'arrête plus, quoi. Voilà. Mais après il faut que la boule de neige se forme, surtout, ça c'est important. Et c'est peut-être le petit souci qu'il risque d'y avoir avec ce deck dans certains cas. Mais comme t'as dit, mulligan c'est important parce qu'il faut tomber sur les bonnes cartes. Et il y en a suffisamment pour que ça puisse fonctionner. Donc bon... Un deck mi-figue mi-raisin, on peut dire, là-dessus, original par certains aspects, de bonne réédition, mais il faudra faire attention à la façon de le jouer, surtout. Par contre, je pense qu'à améliorer, ça va être un deck qui va être très très sympa. Ah oui, ça va être assez original, en effet. On est arrivé au bout, du coup. Les 5 decks, c'est fini. Petit bilan de ces 5 decks personnels, parce que John, tu m'as pas accompagné sur tous, malheureusement, mais il y a vraiment... de tout et de n'importe quoi. Et malheureusement peut-être un petit peu trop de n'importe quoi pour que je puisse pas m'attarder dessus. Donc voilà, c'est juste... Je suis un peu déçu, de manière globale. Là, le deck bricoleur dans l'âme, je trouve sympathique, même s'il y a des défauts. Mais bon, ce sont des préconstruits, ils sont sympas à jouer, c'est l'essentiel. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres decks qu'on a analysés auparavant qui sont pas sympas du tout, et qui sont même, j'ai presque envie de dire... bâclé, je vais le dire très clairement. Je crois que c'est la première fois que je le sors, alors quand même que j'ai analysé Commandant 2018, 2019 et 2020, donc autant vous dire que il y avait quand même du challenge. Et non, là il y a des decks qui étaient bâclés. Celui-ci ne l'est pas. Il propose beaucoup de choses, mais voilà, il y en a d'autres qui ont été bâclés, et il y en a d'autres qui sont excellents. Voilà, donc un niveau très hétérogène là-dessus. Il reste le 20 in 20 out sur ce deck qui va sortir dans pas très longtemps avec tous les autres 20 in 20 out. Donc les améliorations du deck préconstruit en 20 cartes ajoutées, 20 cartes retirées et pour un petit budget. Et voilà, j'espère que vous serez au taquet pour les regarder tous les 5 et regarder un peu ce qu'on a à vous proposer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci John d'être venu analyser ce deck. Avec plaisir. Et puis on se dit à la prochaine et salut à tous. Bye bye. Bye bye.